On va passer à la présentation suivante pour pas prendre plus de retard. On a la chance d'avoir avec nous Joseph Larmarange de l'Institut de recherche pour le développement et du Centre de population et développement qui va nous faire une présentation sur les autotests au Sud, programme Atlas, premier bilan et quelle suite. Merci Joseph. Bonjour, je m'appelle Joseph Larmarange, je suis démographe de santé publique à l'Institut de recherche pour le développement et j'ai eu le plaisir de coordonner l'ensemble des activités de recherche qui ont été menées dans le cadre du programme Atlas en Afrique de l'Ouest. Alors, l'autodépistage ou les autotests de dépistage du VIH sont des dispositifs médicaux où une personne réalise elle-même la collecte d'un échantillon sanguin ou salivaire, la réalisation d'un test rapide, la lecture et l'interprétation des résultats. On parle d'autotests supervisés lorsque un agent de santé ou un père éducateur est à proximité pour accompagner la personne, ou non supervisés lorsque la personne réalise elle-même le test. Dans le cadre du VIH, un résultat réactif nécessite la réalisation d'un test classique pour confirmer ou infirmer le diagnostic du VIH. Alors, en Afrique de l'Ouest, les populations clés, que ce soit les travailleuses du sexe, les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes ou les usagers et usagères de drogue sont particulièrement exposés au VIH. L'ONU-SIDA estimait qu'en 2020, en Afrique de l'Ouest et du Centre, parmi les nouvelles infections à VIH, 45% avaient lieu parmi les populations clés et 27% parmi les clients des travailleurs du sexe et parmi les partenaires sexuels de ces populations clés. Et donc, il faut prendre en compte dans les programmes ce que j'appellerais des populations périphériques, les travailleuses du sexe occasionnel, les homosexuels masculins cachés, les clients et les partenaires sexuels de ces populations clés, car ces populations périphériques sont aujourd'hui peu atteintes par les programmes communautaires et ont un plus faible accès au dépistage du VIH. Il est donc essentiel de les toucher pour atteindre l'objectif du fameux premier 95 de l'ONU-SIDA, c'est-à-dire que 95% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique. Alors, l'autodépistage introduit de nouveautés. On peut faire une dispensation primaire où on va remettre des kits d'autodépistage à des personnes pour leur propre usage. Mais l'autodépistage permet ce qu'on va appeler une distribution secondaire, où on va donner des kits d'autodépistage à des personnes pour qu'elles puissent redistribuer ces kits à leurs partenaires et à leurs connaissances. Le projet Atlas a été mené entre 2019 et 2022. Il est financé par United avec quelques fonds complémentaires de l'AFD. Et c'est un projet qui aurait été mis en œuvre par Soltis en consortium avec l'IRD et plus d'une trentaine de partenaires en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal. Pour avoir une idée de l'ampleur du projet, plus de 1400 agents ont été formés à la dispensation des autotests du VIH et près de 400 000 kits ont été dispensés entre 2019 et 2022 au travers de 8 canaux de dispensation qui ont visé principalement les populations clés, mais également le dépistage EK-Index ou encore les partenaires des patients ayant une IST. Et donc ce consortium qui a porté le projet Atlas a été mis en œuvre en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, avec les 3 ministères de la Santé de ces pays, les programmes conseils nationaux et ainsi qu'une trentaine d'organisations de mise en œuvre. Et sur ce projet de mise en œuvre, se sont rajoutées différentes enquêtes et volets de recherche dans un partenariat scientifique élargi. Le gros de l'activité d'Atlas a été surtout un ciblage auprès des populations clés et en fait a reposé essentiellement sur cette distribution secondaire. À travers les HSH, on espère pouvoir toucher une partie de leurs partenaires sexuels hommes et femmes et une partie de leurs pairs, notamment des HSH plus cachés et plus distants des services communautaires. À travers les travailleuses du sexe et les professionnels du sexe, on espère aussi pouvoir toucher des travailleuses du sexe plus occasionnels, mais également atteindre leurs clients et leurs partenaires réguliers. Et de même, chez les usagers de drogue, pouvoir toucher d'autres usagers de drogue et leurs partenaires sexuels. Les résultats des recherches qui ont été menées montrent qu'aujourd'hui, l'autodépistage est une offre qui est acceptable, tant du côté des décideurs que des professionnels de santé, des pères éducatrices et des pères éducateurs et des bénéficiaires. La majorité des personnes qui ont bénéficié d'un autotest arrivent à réaliser l'autodépistage sans conséquences négatives ni difficultés majeures. Ce que nos résultats montrent également, c'est que la distribution secondaire est faisable. Dans une enquête qualitative qui a été menée par Odette Kizerbo et qui a mené des entretiens auprès des utilisateurs, un HSH du Mali nous a rapporté « J'ai tout le temps refusé de me faire piquer avec le dépistage classique, mais à cause de l'autotest, j'ai découvert que j'étais infecté. Ensuite, j'ai fait le dépistage de ma fiancée avec, mais elle a eu un non réactif. » Dans ce verbatim, on voit le cas de figure d'un HSH qui a proposé un kit à une partenaire féminine,
Mais on voit également le fait que, comme dans Atlas, nous avons utilisé des autotests oraux, on a pu atteindre des personnes qui refusaient jusqu'à présent les tests rapides classiques qui se faisaient par prélèvement sanguin. On a aussi des cas de figure avec une dispensation tertiaire. Une travailleuse du sexe au Mali nous a raconté: j'ai aussi un client chez qui je me rends, je lui ai donné 3 kits parce qu'il m'a montré clairement qu'il a une autre partenaire, donc il voulait que celle-là aussi fasse son dépistage avec l'autotest. Si cette distribution secondaire est faisable, elle est plus difficile avec certains types de partenaires, notamment avec un client de passage, mais également, comme nous le rapporte un HSH au Sénégal, je proposerais bien l'autotest VIH à mon partenaire sexuel, parce que c'est quelqu'un avec qui j'entretiens une relation amoureuse. Mais le fait de le proposer à un partenaire occasionnel risquerait de poser problème. On voit également que la distribution secondaire est quelque chose qui s'apprend notamment dans les communautés par les pères éducateurs et par les usagers, et qu'elle augmente avec le temps. Un indicateur très indirect, c'est le nombre de kits moyens remis par contact primaire. Vous avez ici les données programmatiques, en bleu à gauche pour les travailleuses du sexe, au centre en rouge pour les homosexuels masculins, et à droite en vert pour les usagers de drogue. On voit chez les travailleuses du sexe et chez les homosexuels masculins qu'il y a une augmentation continue de ce nombre moyen et qui dénote en fait une appropriation progressive de l'outil dans ces communautés. La situation est plus compliquée chez les usagers de drogue, qui sont atteints plutôt dans des fumoirs et chez qui la distribution secondaire est un petit peu plus compliquée à mettre en œuvre. Un des enjeux, c'est de savoir qui sont les utilisateurs et utilisatrices de l'autodépistage. Dans le cadre d'Atlas, nous avons refusé de mettre en place ce qu'on appelle un tracking systématique, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas demander ou rappeler systématiquement les gens pour savoir s'ils ont utilisé ou quel était le résultat de leur test. Parce que les personnes, en fait, ce qu'elles apprécient dans l'autodépistage, c'est de pouvoir choisir quand et où faire leur test, mais aussi de pouvoir choisir à qui elles annoncent le résultat de leur test et de pouvoir le garder privé. Du coup, nous avons essayé de mener une enquête anonyme par téléphone qui a été conduite de mars à juin 2021 et des brochures dédiées étaient distribuées avec chaque kit dispensé pour inviter les personnes à appeler anonymement un numéro vert et on leur remettait l'équivalent de 3 € de crédit téléphonique pour les motiver à participer à l'enquête. 2615 personnes ont participé à cette enquête, ce qui était un taux de participation d'environ 5%, et ce qui était l'objectif que l'on cherchait à atteindre, car on sait que les enquêtes avec participation active sont toujours difficiles à recruter. Mais on a des enseignements intéressants de cette enquête. Premièrement, un tiers des personnes enquêtées nous ont dit avoir reçu leur kit de dépistage par un ami, un partenaire sexuel ou un membre de leur famille. Donc un tiers de dispensation secondaire, et c'est probablement une estimation qui est sous-estimée puisque les contacts primaires étaient probablement plus à même de participer à l'enquête. Surtout, on atteint des personnes qui ne se perçoivent pas forcément comme exposées au VIH, puisque 50% nous ont dit se percevoir comme n'étant pas du tout à risque pour le VIH. Et puis surtout, 41% des personnes que l'on a enquêtées faisaient un test de dépistage du VIH pour la toute première fois. 41% de primo-testeurs, c'est un taux particulièrement élevé, notamment quand on compare avec d'autres enquêtes menées auprès des populations clés. Autre résultat intéressant, nous avions une manière indirecte de savoir le canal par lequel les personnes avaient reçu leur kit d'autodépistage. Et parmi les personnes qui ont participé à l'enquête et qui avaient reçu leur kit via une activité qui ciblait les travailleuses du sexe, la moitié des participants étaient des hommes. Ce qui nous indique en fait qu'on arrive à atteindre des partenaires ou des clients de travailleuses du sexe. Parmi les participants qui avaient reçu leur kit via une activité qui ciblait des homosexuels masculins, une participante sur 10 était une femme, et donc du coup on arrive aussi à atteindre des partenaires féminines. Surtout, 45% de ces hommes du canal HSH ont dit à l'enquêteur qu'ils n'avaient jamais eu de partenaire masculin. Donc soit ça veut dire qu'on atteint plutôt des hétérosexuels, soit en fait qu'on atteint des hommes qui n'osent pas rapporter, même dans une enquête anonyme, leurs pratiques entre hommes. Et donc on arriverait à atteindre, entre autres, des HSH cachés. Nous avons mené une enquête complémentaire auprès des personnes qui nous avaient dit à l'enquête téléphonique avoir un test réactif, et on les a rappelés entre 3 et 6 mois plus tard pour savoir s'ils sont allés faire un test de confirmation. Le lien vers le test de confirmation est sous-optimal, de l'ordre de 50% des personnes enquêtées. Alors on a une marge d'erreur importante puisqu'on avait des petits effectifs, entre 1 tiers et 2 tiers, mais effectivement ce n'est pas encore ce que l'on aimerait atteindre, plutôt de l'ordre de 90%. Ce que l'on voit surtout, c'est que
Parmi celles et ceux qui ont fait un test de confirmation, environ la moitié est allée dans une structure tout publique. Autrement dit, on a une entrée par des populations clés qui nous permettent d'atteindre ces populations périphériques, et on sait que ces populations périphériques plus discrètes, ou ces clients travailleurs du sexe, ne vont pas aller dans des structures communautaires, mais vont plutôt aller dans des structures grand public. La bonne nouvelle, c'est que si le lien vers la confirmation n'est pas optimal, par contre, quand les gens vont faire un test de confirmation, et quand ils ont été confirmés séropositifs, tous ont initié un traitement antirétroviral, et ces résultats sont cohérents avec les retours spontanés des utilisateurs qui recontactent spontanément des pairs éducateurs, et on a eu ces retours par nos partenaires de mise en œuvre. On a également essayé de mesurer indirectement l'impact populationnel de l'autodépistage. Pour ça, nous avons utilisé les données de dispensation du programme en Côte d'Ivoire, que l'on a croisées avec les données programmatiques collectées dans le pays en termes de nombre de tests classiques, de diagnostics tests classiques positifs et en termes de nouvelles initiations de traitement. Ce que l'on voit en Côte d'Ivoire, c'est que lorsqu'on ajuste pour les différents paramètres, par les évolutions temporelles et les évolutions contextuelles, l'effet net de l'autodépistage se traduit d'abord par un léger effet négatif sur le nombre de tests classiques, d'environ moins 200 pour 1000 kits distribués en Côte d'Ivoire, et qu'on peut interpréter comme un effet de substitution. Des personnes qui ont préféré faire un autotest, mais qui, en temps normal, en l'absence de l'autodépistage, auraient probablement fait un test classique. Par contre, malgré cet effet de substitution, on a une augmentation significative de l'accès au dépistage du VIH. Surtout, on voit en Côte d'Ivoire une augmentation significative sur les nouveaux diagnostics. En Côte d'Ivoire, nos résultats ne montrent pas d'effet sur les initiations de traitement. Par contre, en répliquant l'analyse au Sénégal, on voit cette fois-ci des effets positifs à la fois sur le diagnostic, mais aussi sur les initiations de traitement. Ce type de méthode indirecte, on est en train actuellement de travailler avec l'OMS pour essayer de le répliquer dans une quinzaine de pays, parce que ça permettrait, avec des données de routine, au pays d'estimer les impacts sans avoir à passer par des systèmes de suivi actifs et coûteux. Dans le cas du programme Atlas, on a également eu un travail de modélisation mathématique sur les 3 pays pour essayer de voir quel serait l'impact du passage à l'échelle dans les populations clés travailleuses du sexe et HSH d'un passage à l'échelle de l'autodépistage. Donc, ce qu'on a modélisé, c'est un scénario où on aurait une augmentation des activités pour atteindre une couverture de 95% à partir de 2025. Et notre scénario de comparaison serait un scénario où on arrêterait les activités d'autodépistage. Ce qu'on montre, c'est que le premier impact dans les populations clés, c'est de réduire significativement la durée entre acquisition du VIH et diagnostic. Sans autodépistage, en Côte d'Ivoire, chez les HSH, on serait sur une durée moyenne de 5,7 ans, durée qui est réduite à 3,5 ans dans le cas d'un passage à l'échelle. On voit des effets similaires auprès des travailleurs du sexe et au Mali et au Sénégal. Le passage à l'échelle, déjà, va permettre à ce que les personnes connaissent plus rapidement leur statut, même s'il faut noter malgré tout qu'on est toujours sur des durées moyennes de plusieurs années et qu'on est encore loin des objectifs qui seraient que les personnes soient diagnostiquées dans l'année qui suit leur infection. On a aussi essayé d'estimer quel serait l'impact sur le premier 95, c'est-à-dire parmi les personnes vivant avec le VIH, la proportion qui connaît son statut. En Côte d'Ivoire, chez les travailleuses du sexe, si on n'avait pas l'autodépistage, on estime que ce premier 95 atteindrait 75% en 2030 et on atteindrait 83% avec l'autodépistage. Chez les HSH, on passerait de 61 à 92%. On a cet impact sur l'accès au dépistage dans les populations clés, en lien avec le résultat précédent. Si on regarde l'impact en population générale, il est beaucoup plus restreint. Au Sénégal, où l'épidémie est très concentrée, on passerait d'un premier 95 de 77 à 88% en population générale. En Côte d'Ivoire, l'impact population générale est plus limité, puisqu'il serait de 81% en 2030 dans le cas d'un passage à l'échelle de l'autodépistage dans les populations clés, versus 80%. Attention, notre scénario de passage à l'échelle ne prévoit que le passage à l'échelle dans les populations clés et pas en population générale. Donc, nos premiers impacts de ce type de scénario montrent bien qu'on touche d'abord les populations clés, puis les populations périphériques. Par contre, quand on regarde où ont lieu les infections évitées, là, les impacts se diffusent en population générale. En effet, si les personnes connaissent leur statut sérologique, rentrent dans les soins, prennent un traitement et ont une charge virale contrôlée, elles ne vont plus transmettre le virus.
Et dans le modèle, on peut regarder où ont lieu les infections évitées par le passage à l'échelle. Et plus de la moitié des infections évitées, en fait, ont lieu en population générale. On a également dans l'Atlas eu des travaux sur le coût de la stratégie. Par exemple, on estime qu'en Côte d'Ivoire, entre 2019 et 2020, on a observé un coût moyen par kit dispensé de l'ordre de 13 $ dans le canal des travailleuses du sexe. Et ce coût, avec le passage à l'échelle, peut être réduit à 8 $ en 2023. Et en faisant des projections, on estime qu'on peut encore gagner avec le passage à l'échelle, puisqu'on va avoir des mutualisations du coût. Les coûts restent plus élevés dans le canal d'usage de drogue, notamment au Sénégal. On était à 144 $ par kit dispensé en 2019-2020 et on a une réduction à l'ordre de 48 $ en 2023. Et ça, c'est dû au fait que le nombre de kits distribués est relativement faible. Néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est que les coûts sont en réduction permanente et donc du coup, la stratégie, elle est soutenable et on peut envisager un passage à l'échelle. D'ailleurs, des analyses très préliminaires qui sont en cours sur la coût-efficacité du passage à l'échelle semblent suggérer que l'autodépistage est extrêmement coût-efficace, avec des coûts par année de vie gagnée qui sont inférieurs à 200 $. Les résultats sont encore en cours d'affinage et seront présentés ultérieurement. Pour conclure, l'autodépistage du VIH et la distribution secondaire sont faisables, acceptables, adaptés et soutenables en Afrique de l'Ouest. L'autodépistage du VIH permet d'améliorer l'accès au dépistage et a des impacts visibles au niveau populationnel. Dans les enjeux à venir, c'est celui du passage à l'échelle, d'une meilleure intégration dans les structures publiques, mais aussi et surtout le développement d'une offre à faible coût dans les officines privées. Il faut que l'on rende aussi cet outil accessible au plus grand nombre, même si les programmes vont cibler les populations les plus vulnérables. Pour terminer, je souhaiterais donner la parole aux bénéficiaires eux-mêmes et aux acteurs du programme Atlas au travers d'une courte vidéo. Merci à vous. J'ai donné à mes partenaires, je leur ai distribué des autotests, à peu près un certain nombre de 6 personnes. Ils ont apprécié cette nouvelle stratégie. Ils m'ont dit qu'avec l'autotest, c'est plus confidentiel. La dispensation secondaire, ça consistera à faire quoi? Par exemple, dans un site de prise en charge, une personne vivant avec le VIH-Sida qui vient prendre son traitement, son conjoint, son enfant n'est pas testé. Cette personne-là a la latitude de prendre le test et de l'amener à la maison. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. La même chose est possible pour les travailleurs du sexe. Dans une chambre de passe, elles peuvent proposer que le partenaire sexuel qui souhaiterait avoir des relations sexuelles non protégées puisse tester, que le test puisse se faire ensemble, tout de suite, à deux. Ça nous a beaucoup aidé pour pouvoir toucher des cibles qu'on peut dire, par exemple, qu'ils étaient beaucoup placards. Quand on fait une sensibilisation, par exemple, de masse, qu'il y a un de leurs partenaires qui vient, on leur dit, bon, tiens, tu peux aller faire le dépistage d'un de tes partenaires, peut-être qu'il ne veut pas qu'il y ait trop placard. Une fois que je leur donne les autres tests, ils le font. Après, ils m'appellent pour me demander d'autres tests, ne serait-ce que pour les distribuer aux jeunes de ce quartier-là, en leur expliquant l'utilité de l'autotest. Ils vont être notre ambassadeur auprès de leurs voisins. L'idée de remettre à ces malades-là des tests pour leurs partenaires nous permet justement d'atteindre les différents partenaires. Ça nous a permis de régler le problème donc, du dépistage des partenaires de nos malades. La dispensation secondaire a permis de les toucher. Pourquoi? Parce que c'était plus nous qui entrons en jeu, mais c'était la TS qui devenait maintenant notre allié. C'est une stratégie qui leur rend, on va dire, leur liberté. Plus de 90% des personnes qui recevaient les autotests acceptaient de les prendre et de les mettre à la disposition de leurs partenaires. La dispensation d'autotests en secondaire, c'est faisable, c'est acceptable, c'est apprécié par les populations et ça permet d'atteindre des personnes qui, auparavant, n'avaient jamais eu accès au dépistage. La distribution secondaire des autotests de dépistage du VIH a le potentiel de toucher au-delà des populations clés, les populations périphériques. This one is good and it's easy. I do it by myself, I do it to myself, and I do it with my customers. I show them how to do it. My customers, they say that they are okay with that. My customer told me that it's good. It's good. And they do it with their wife. Ça a changé beaucoup parce que maintenant, le test passe loin. C'est pas comme c'est les pères seulement qui font maintenant. Les clients, les gars, les frères,
et faire. L'autotest, c'est bon, il ne faut pas vouloir arrêter de... Merci. Merci beaucoup, Joseph, pour cette présentation et ces résultats très, très intéressants. Est-ce qu'il y a des questions pour Joseph ? Merci beaucoup, Joseph. La question, c'est les non-confirmations, en fait. Est-ce que vous avez pu regarder un peu pourquoi les personnes qui se sont auto-testées ne vont pas se faire confirmer, quels sont les déterminants? Parce que c'est évidemment, on aimerait aller un petit peu plus loin sur ce groupe et voir comment intervenir de façon efficace. Alors, sur les déterminants, le problème, c'est qu'on est sur des petits effectifs dans l'enquête. On en a une 60aine, donc pas d'analyse multiniveau. Les motifs ne sont pas toujours très clairs. Ce qui apparaît quand même, c'est qu'il y a une confusion entre test réactif et nombre de traits. Et certains, en fait, ils n'ont pas compris qu'ils avaient eu un test. Mais alors, dans l'enquête, on a aussi des gens qui ont dit qu'ils avaient 2 traits, mais qu'ils avaient fait un test négatif. Puis on a des gens qui ont cru que le test était réactif et ils sont allés, ils ont été confirmés négatifs. Donc, il y a un peu les deux choses. Je pense que le vocabulaire réactif-non réactif, c'est pas un vocabulaire qui est connu des populations. Et en fait, il y a une partie de messages qui sont à réadapter. Et c'est pas par les tests réactifs qu'on va confirmer. C'est on a 2 traits, on va confirmer. Il y a une petite simplification ici sur les messages. Après, c'est toute la difficulté de savoir qu'est-ce que font les gens qui ne sont pas les confirmés. Il y a une partie qu'on n'a pas réussi à atteindre, et puis certains iront confirmer plus tard. Et je crois que c'est comme la question du linkage to care, en fait, l'entrée vers les soins. On a des personnes qui ont besoin de temps pour digérer, et ils n'y vont pas dans les 2-3 mois, ils y vont au bout d'1 an, ou ils y vont au bout de 2 ans. C'est pas optimal. Voilà, j'ai pas beaucoup plus d'éléments, en fait. Et toujours dans la suite de la confirmation, sur les performances diagnostiques du test, parce qu'il y a toujours la problématique, tu vois, de la spécificité dans le contexte africain. Donc ceux qui ont été dépistés positifs, ils ont un test de confirmation, c'est négatif. Tu disais, il y a un petit échantillon, mais l'impact que ça pourrait avoir sur la crédibilité d'un programme, sur cette spécificité des tests dans le contexte africain, est-ce que vous avez été confronté à des faux positifs et avec tout l'impact que ça peut avoir d'annoncer une fausse séropositivité sans que ça soit été validé? Alors, il y a 2 choses. C'est vrai qu'on n'a pas refait d'analyse de sensibilité, spécificité spécifiquement, parce qu'en fait, en amont du projet Atlas, United a investi énormément dans le projet STAR en Afrique de l'Est et australe, et que du coup, le test OraSure d'OraQuick, il est bien validé. Est-ce qu'il y a eu des faux positifs? Il y a peut-être eu quelques cas de faux positifs, mais c'est à la confirmation que ça va se retirer. Le problème serait plutôt des faux négatifs. Ce qu'on sait, c'est qu'on est sur un autotest qui est oral, et donc du coup, le problème de sensibilité est plutôt pour les gens en primo-infection, c'est-à-dire qu'on a des tests en laboratoire, maintenant, dès 8 jours, 2 semaines, les tests commencent à tourner positifs. Sur un autotest oral, il faut attendre plutôt 4 semaines, 1 mois, 1 mois et demi. Donc c'est pas un test qui est vraiment approprié dans des populations qu'il faut retester très 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 souvent. Ceci étant dit, on commence à avoir des programmes de PrEP où ils mettent de l'autotest parce que ça simplifie. Et qu'il vaut mieux que les gens fassent un autotest plutôt que de ne pas venir en consultation. Donc il y a aussi la question de la praticité, en fait. Et je pense que c'est la question de l'équilibre qu'on a parfois avec nos outils. On va être trop prudent, mais parfois être trop prudent, on ne fait pas. Il faut trouver du coup cet équilibre avec les conditions de vie des personnes. Et puis le gros élément, c'est qu'on touche des gens qu'on ne touchait pas avant. Et c'est ça qui est important. Et puis il y a des usages, pas recommandés, mais qui existent. Des travailleuses du sexe qui testent le client et qui disent il est négatif, j'accepte de coucher sans préservatif. On en a. Mais avant, elle couchait sans préservatif sans le tester. Donc c'est la réduction des risques. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Olivier Bouchot et Pierre Tadevin. Juste une petite question par curiosité. Est-ce que vous avez des témoignages où les autotests ont été utilisés sous la contrainte, quelqu'un qui aurait forcé sa partenaire à se tester alors qu'elle n'avait pas prévu de le faire ou... Alors,
Oui, c'est quelque chose on a mis en place dès le début, des systèmes pour documenter les conséquences sociales négatives, parce que c'était une grosse crainte de la plupart des acteurs quand on démarre le projet, et crainte qui a aussi été rapportée en Afrique de l'Est et australe. Sur Atlas, on a eu un cas de figure d'une travailleuse du sexe qui a testé son partenaire régulier à son insu pendant son sommeil. Il s'est réveillé et du coup, il a eu une réaction négative et violente. C'est le seul cas qui a été documenté sur la partie Afrique de l'Ouest, sur les 400 000 distribués. Alors, il peut y avoir toujours des cas qui ne nous ont pas été rapportés. Quand on regarde l'Afrique de l'Est et Australe, on est quand même maintenant à plusieurs millions d'autotests distribués. Il y a quelques cas qui ont été rapportés, quelques cas de violence, dans des contextes où c'est parfois difficile, parce que les cas de violence qui ont été rapportés, c'est dans des zones où il y a déjà énormément de violence dans les couples. Et donc c'est difficile de savoir si la part de l'autotest en fait dans la réaction, ça reste quand même marginaux à ce stade-là, et on n'a pas vu d'augmenter particulière sur la violence. Pareil, il y avait une très grande peur que des gens apprennent un statut et se suicident, ou aient des réactions très négatives. Non. Alors, il y a des supports possibles, il y a des numéros verts qui sont en place, ils sont documentés, on peut rappeler des pères éducateurs. Il n'y a pas eu tant d'appels que ça au numéro vert. En fait, les gens arrivent à gérer. Et ce qui nous revient le plus, c'est au moins je choisis quand je le fais, où je le fais, et je choisis à qui je donne le résultat, notamment avec des gens qui ne veulent pas que les pères éducateurs sachent le résultat parce qu'ils ont peur que ça parle. Oui. Si, il y a le temps encore ? On a le temps, je pense, pour encore une question courte et réponse courte. Oui, j'avais une question sur l'autotest secondaire qui m'a beaucoup intéressé. J'avoue que je ne connaissais pas ce type d'expérience. Dans l'hypothèse d'une diffusion en routine générale, ce qui pourrait être un objectif, on imagine que ça ne marchera vraiment que si les personnes qui font la distribution secondaire y ont elles-mêmes un intérêt. Donc, par exemple, les TDS pour s'auto-protéger d'un client qui serait positif, même s'il y a des... Enfin, tu as évoqué toi-même cette possibilité-là. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'on imagine la suite si jamais quelqu'un est positif, et notamment le lien avec l'accès aux soins ? Alors, on a une grosse partie de distribution secondaire. Ça peut être simplement... Les gens, leur intérêt, c'est qu'ils ont envie que leur partenaire soit au courant. Et parfois, il y a un côté très altruiste dans le redistribuer à des partenaires réguliers ou à d'autres. Ce qu'on n'a pas pu faire, et ce qu'on aurait voulu faire, c'était le proposer en clinique prénatale pour les partenaires de femmes enceintes. À l'époque, on nous a dit que c'est pas assez rentable, mais ça pourrait se faire. Le lien, il est de l'ordre de 50%. Ça inclut la distribution secondaire. C'est pas tip-top. Et ce qu'on voit, c'est que les gens, ils vont dans d'autres endroits. Mais le lien en secondaire est pas plus mauvais qu'il n'est en primaire, au final. Et on a eu les mêmes problèmes, je vais en dire, avec les autotests en France. L'auto-soin aussi, ce qui a changé pour nous, en tout cas entre le début et la fin de projet, c'est le Covid est passé par là. Et les gens ont plus conscience de ce que c'est qu'un autotest aujourd'hui. Très bien. Bon, il est 15h30 passé. Allez, dernière question très courte, réponse très courte. Est-ce qu'il n'y a pas une opportunité, en fait, puisque vous avez distribué l'autotest, de mettre une méthode, pour évaluer le volume des populations clés ? Vous n'avez pas fait de tracking secondaire, mais est-ce qu'il n'y avait pas un moyen, comme une enquête objet unique, pour estimer le volume des populations clés ? D'une part, ce n'était pas dans le financement. D'autre part, c'est déjà fait dans les pays. Troisièmement, je suis très dubitatif sur ces enquêtes. Ce que je vois surtout sur les enquêtes de taille de population, c'est comment elles sont réutilisées par le PEPFAR pour ensuite trouver des chiffres ville par ville et dire à telle ONG, il faut trouver 53 TS dans tel village et 86 au HSH. Alors que nous, quand on fait nos enquêtes, on sait qu'on a des marges d'incertitude de malades. Donc, ce n'était pas le but. On a déjà des enquêtes qui sont faites. Donc, non, on ne l'a pas... Dans la modélisation, on a des estimations de taille. Très bien, on va devoir conclure cette session. Merci beaucoup à tous les orateurs et j'appelle Jeanne Goupil pour reprendre la session suivante sur la tuberculose. Voilà, bravo à tous les orateurs.